Bonjour à tous et à toutes. On va commencer à ouvrir ce séminaire. Donc, un séminaire qui est dédié à la peinture des territoires des couronnes d'Espagne et du Portugal. Sources, objets, récits, collections. Et aujourd'hui, nous sommes avec Cécile Vincent Cassi, très heureuse et reconnaissante d'accueillir Joaquim Caetano, qui vient donc de Lisbonne, qui va nous parler de peinture portugaise. Et c'est important, ça fait partie des sujets que nous souhaitons aborder dans ce séminaire. Et Joaquim Caetano est conservateur donc, des peintures au Musée national d'art ancien de Lisbonne. Alors il a une formation en histoire de l'art, j'allais dire très classique, qui aboutit à un doctorat de l'université d'Évora en histoire de l'art. Il a commencé à travailler il y a très longtemps, pardon Joaquim, au Musée national d'art ancien de Lisbonne. Il a ensuite travaillé à la Bibliothèque nationale du Portugal. Il a ensuite été directeur du musée d'Évora entre 2000 et 2010, puis conservateur donc de la collection des peintures du Musée national d'art ancien à Lisbonne, musée qu'il a dirigé pendant quelques années. Et il est aujourd'hui conservateur donc des peintures. Il est en charge de cette immense collection avec une actualité particulièrement intéressante dont j'espère il va nous parler, je ne sais pas, mais j'espère, qui est la restauration des panneaux de Saint-Vincent. Qui est un chantier au long cours, évidemment très important pour l'histoire de la peinture européenne et que tout le monde attend avec impatience et suit avec beaucoup d'intérêt et de curiosité. Alors, avec cette carrière importante, Joaquim Caetano a été commissaire de nombreuses expositions. Je voudrais en citer deux parce que peut-être elles nous concernent de plus près. L'exposition L'âge d'or de la Renaissance portugaise au Musée du Louvre en 2022, qui était vraiment l'occasion de présenter au Musée du Louvre des très beaux panneaux portugais du XVIe siècle. C'était un vrai événement, c'est une exposition qui a rencontré un grand intérêt public, notamment. Et puis une exposition de 2024, je crois, qui était une exposition dans son musée à Lisbonne sur la peinture espagnole au Portugal, Identidades Compartidas, qui était aussi une exposition qui a révélé beaucoup de peintures espagnoles méconnues conservées au Portugal. Donc son actualité, je vous le disais, c'est donc la restauration des panneaux de Saint-Vincent et aussi dans un domaine beaucoup plus pragmatique, dont il ne va pas nous parler aujourd'hui, je crois, mais des travaux très importants au musée d'art ancien de Lisbonne, des travaux de rénovation qui donc ont toutes sortes d'implications sur la présentation des collections. Merci beaucoup Joaquim de votre présence et nous vous écoutons et nous vous poserons beaucoup de questions après. Il est ? Si. Oui. Alors, je suis ravi de vous rencontrer à tous. Je ne vais pas parler sur le panneau de Saint-Vincent. J'avais l'impression que j'étude les panneaux de Saint-Vincent pendant les dernières 5 années. Et alors, je suis pour moi-même la personne qui moins a quelque savoir sur cette très énigmatique peinture. Je vais parler sur les situations de la peinture, c'est un peu comme l'exposition du Louvre, c'est un contexte précis. Je pense que l'histoire de l'art, a un temps de conjoncture, pas un temps de structure. Alors, c'est-à-dire, il y a des cycles qui, par des raisons politiques, personnelles, fait une sorte de circuit dans un certain moment. Et c'est le cas de la peinture qu'on appelle manuela, de le roi Manuel Ier. Et ça commence un peu lorsque, en 1508, le roi Don Manuel Ier nomma le peintre
Georges Afonso pour examiner et superviser toutes les œuvres de peinture royale. Cela incluait non seulement celles directement commandées par le roi, mais aussi toutes celles qui recevent un financement du palais qui étaient d'une manière quelconque liées à l'autorité royale. Georges Afonso faisait partie d'une structure administrative dirigée par une personnalité très proche du roi, Bartolomeu de Paiva, connu sous le nom de l'Amo ou Amo, car sa femme avait été la nourrice du prince João, héritier du trône et futur roi Jean III. Bartolomeu de Paiva, même avant d'être officiellement nommé superviseur des œuvres de Dom Manuel, assumait la direction administrative des entreprises les plus importantes et garantissait auprès du roi un rôle essentiel dans la discussion des grands projets artistiques. Il était aussi lié à d'autres figures très proches à Dom Manuel, comme Dom Álvaro da Costa, son bon frère, chef de la maison royale et diplomate et conseiller du roi. Cette structure administrative était différente des situations précédentes. Depuis le début de la deuxième dynastie, lorsque une partie de la noblesse réunie autour du maître d'avis et une série d'insurrections populaires dans les villes ont empêché la succession naturelle du trône après la mort du roi Dom Fernando, les rois portugais ont toujours, des peinteurs royaux, des artistes expressément nommés à cette poste spécifique avec un système de paiement annuel régulier établi par le document de nomination à disposition des rois pour les œuvres de leur patronage direct. Les peintres qui, autour de Georges Afonso, après 1508, ont monopolisé les travaux sur les grandes commandes royales, avaient toutefois un autre type d'encadrement qui présentait une assez grande nouveauté. Bartolomeu de Paiva apparaissait comme un intermédiaire entre la volonté du roi et les exécutions artistiques, donnant des recommandations à Georges Afonso et transmettant au roi les propositions des artistes. En même temps, il était en contact avec les bureaucrates de la Maison des Indes et de la Mine, où l'on percevait l'impôt sur le commerce d'outre-mer pour paiement des contrats faisant la relation entre cet entrepôt et les peintres. L'objectif essentiel de cette structure était de fixer un ensemble permanent d'artistes pour l'ensemble des entreprises royales. Dom Manuel entreprit simultanément un numéro très vaste de travaux qui incluait la rénovation des convents, la transformation des lieux symboliques importants pour la monarchie portugaise, bien que des palais, d'hôpitaux, des bâtiments publics et militaires, avec une intensité de construction énorme. Les raisons de cet intérêt, parfois critiquées dans la cour, sont multiples. Il y a certainement un goût particulier de Dom Manuel pour la commande artistique. De nombreux documents montrent qu'il appréciait directement les projets et quelques lettres nous parlent de son ingérence dans des sujets parfaitement banals,
des entreprises, vérifiant les besoins logiques des travaux et des artistes. Dom Manuel imite largement les rois catholiques dans son intensité constructive et dans son style décoratif avec une large dimension héraldique dont la présence couvrait presque tous les territoires. Même avant le voyage qu'il a accompli en 1498 pour que son infortuné premier-né, Miguel de la Page, soit proclamé héritier des couronnes péninsulaires, Dom Manuel avait déjà vécu durant sa jeunesse en Castille, lorsqu'il remplaça le prince Don Afonso dans l'échange mutuel d'héritiers qui mit fin au conflit entre Portugal et Castille. Cette présence lui donna une expérience très concrète de la façon dont les rois catholiques utilisent les grandes entreprises artistiques comme moyen de propagande et d'affirmation du nouveau pouvoir de la monarchie conjointe de Castille et Aragon. Dom Manuel avait bonne raison d'adapter une politique visant à consolider son image en tant que roi. Son ascension au trône ne fut le fruit que d'une succession d'événements imprévisibles, mais qui accentuèrent les messianismes inhérents à sa personnalité. Il fallut que le prince héritier, Don Afonso, meure à l'âge de 16 ans, à la suite d'une chute de cheval, 8 mois seulement après son mariage avec Isabelle de Castille. Il fallut que cet incident tragique éloigne le roi et la reine Léonore, elle-même sœur aînée de Dom Manuel, rendant impossible la tentative d'avoir un nouvel héritier qui peut-être était encore possible parce que la reine avait seulement 33 années. Il fallut que la reine, la duchesse de Béja, sa mère, les ducs de Bragança, descendants de sa sœur Isabelle, et même les rois catholiques s'opposaient à la volonté de Jean II de laisser le royaume à Georges, son fils bâtard, duc de Coimbra et maître de l'ordre de Saint-Jacques. Il fallut finalement qu'ils périssent tous les frères aînés de Dom Manuel. Les premiers-nés, Jean, qui devient duc de Béja, mais seulement pendant les 2 années où il survécut à son père, descendant en 1472. Mais aussi son successeur, Diogo, tué par le Jean II, pour le roi Jean II lui-même en 1484, pour avoir participé dans une conspiration contre les monarques. Et Duarte, Simão et Diniz, 3 autres de ses frères aînés qui sont morts encore enfants. Tous ces accidents ont conduit sur la voie de la couronne portugaise à Dom Manuel, ce qui a certainement ancré en lui et dans ses proches un sentiment de déterminisme messianique, attribuant à la volonté divine cette ascension improbable à la couronne portugaise. Ah, c'est ça? Non, c'est ça. Ça. Ah oui. Mais il ne cessait de ressentir le fait de ne pas être fils de roi
ce qui conduit à accentuer certaines actions de clarification de la lignée, intervenant notamment directement dans les lieux symboliques, comme ce fut la rénovation à Santa Cruz de Coimbra des tombes des premiers rois du Portugal, Afonso Henriques et Sancho Ier, dont il descendait directement, et dont il a rempli de nouvelles chapelles funéraires de ses propres symboles et insignes. Le bouclier royal, la croix de Christ, de l'ordre de Christ, la sphère armillaire, en plus d'une architecture elle-même reconnaissable comme image de roi, tant qu'il était répété. Une autre intervention dans le même sens, mais qui reste inachevée, fut la monumentalisation des chapelles imparfaites, chapelle funéraire du roi Dom Duarte, son grand-père, le dernier roi du Portugal dont Dom Manuel descendait en ligne directe. D'autres actions dans le même sens étaient la béatification de la reine Isabelle d'Aragon, son arrière-arrière-grand-mère, ou la réécriture des chroniques des des premiers rois de Portugal, notamment celle d'Afonso Henriques, par Duarte de Galvão, l'un des plus importants idéologues de la politique manueline, illustré par António de Holanda à travers d'une belle vue de Lisbonne contemporaine de Dom Manuel. D'un autre côté, lorsque Dom Manuel monta sur le trône en 1495, le Portugal reste un petit pays continental à l'extrême ouest de l'Europe, mais les produits provenant des îles Atlantiques, Madère, Açores, Cap-Vert, deviennent de plus en plus lucratifs, tout comme les commerces de l'or, d'ivoire et des esclaves sur les côtes africaines. Bientôt, Vasco da Gama parvient à atteindre l'Inde en contournant l'Afrique, et Pedro Cabral arrive au Brésil. Le commerce avec l'Orient devient rapidement régulier et, dans un premier temps, très rentable. De plus en plus, il suscite l'intérêt de toute l'Europe, un intérêt économique, bien sûr, mais aussi un désir de connaissance et de curiosité. Et bien sûr, cela a conduit Dom Manuel à vouloir en tirer des avantages diplomatiques dans ce contexte dans les nations européennes, avec la publication en latin et en plusieurs langues des récits de navigation portugaise, avec des ambassades luxueuses et remplies d'animaux et de produits exotiques, des offres de cadeaux diplomatiques, des biens provenant de divers continents, etc. L'historien Fidrino de Figueiredo, exilé au Brésil, a écrit que lorsque Vasco da Gama est arrivé à l'Inde, les Portugais ont connu un élan de auto-idolâtrie qui ne les a toujours pas quittés aujourd'hui. D'une certaine manière, une partie de l'art portugais manuelin peut être considérée comme une épopée visuelle
une construction qui croise l'histoire sacrée avec la pompe reconnue de la cour et qui sacralise en quelque sorte un destin messianique assumé du roi et de la nation. Avant que Camões ne construise déjà dans la seconde moitié du siècle une épopée nationale, une littérature considérable avait déjà fait l'apologie des voyages maritimes et des affrontements militaires des Portugais dans l'Orient. L'administration de l'Orient apparaissait même comme une nouvelle possibilité d'exercer la vocation guerrière de la noblesse. Une partie de cette littérature était produite par des hommes qui étaient bien au fait de l'administration manueline, comme Joan de Barros, qui commence les chroniques des Andes par des CNI, ou Garcia de Rezende, qui en 1536 publiait un long poème entièrement dédié à l'observation des changements rapides que son époque avait connus et connaissait encore. Et si Barros rend fréquemment compte d'une vaste, très vaste culture visuelle, Rezende exprime très directement la haute valeur accordée alors aux artistes, aux peintres, aux enlumineurs, aux orfèvres et s'émerveille constamment devant la grandeur des nouvelles constructions de Dom Manuel. Mais on doit dire que si une grande partie de l'art manuelan était une exaltation et une propagande royale, dans ce contexte d'auto-idolâtrie qui parlait Figueiredo, il est également vrai qu'une grande partie de l'art produit était directement liée aux grandes réformes administratives menées par Dom Manuel. En 1504, Dom Manuel commença la réforme des archives royales, organisant par thème les livres des donations, privilèges et des autres décisions prises autrefois. Les documents furent classés dans les livres appelés Leitura Nova, Nouvelle Lecture, dont les frontispices furent magnifiquement illuminés par des artistes de cour tels comme Álvaro Pires ou António de Holanda. Sont des plus, je pense, 53 livres comme ça, des très gros livres. Il a également initié une réforme des chartes des droits municipaux de toutes les villes du royaume. Les documents ainsi produits commençaient toujours par une première page illuminée où l'on représentait invariablement, au-dessous du nom du roi, les armoires royales et les emblèmes de Dom Manuel, la croix de l'ordre de Christ et la sphère armillaire. Une autre des grandes réformes de Dom Manuel fut l'édition, en fait 3 éditions successives et corrigées, des ordonnances publiées entre 1513 et 1521. Pour la première fois, le Portugal disposait d'un corpus juridique imprimé et accessible. Et une fois de plus, l'image accompagne le texte avec une série de gravures sur les effets du bon gouvernement et de la justice manueline sur la société, rappelant le message clair des célèbres fresques de Sienne de Lorenzetti sur le bon gouvernement. L'image du juge suprême était incarnée par le roi, juge sur terre comme Dieu dans le ciel,
comme il le disait, les gravures du corpus législatif. Ce qui est essentiel pour Don Manuel, les bâtiments construits pour la cour d'appel royale étaient l'un des plus grands bâtiments de Lisbonne et le roi lui donnait tant d'importance qu'il n'a pas laissé les peintres chargés de sa décoration de quitter le chantier, même quand la peste éclate à Lisbonne en 1518. Ce qui a des conséquences tragiques avec la mort du chef de l'atelier, Francisco Henriques, des 6 autres compagnons flamands qui travaillent avec lui et également d'autant d'esclaves incorporés dans les compagnies des peintres. De même, les travaux ou la rénovation des palais royaux à Lisbonne, à Ribeira, près de la Casa de Índia, à Évora, à Almeirim ou à Sintra, ont correspondu à une plus fixation de la cour dans les longs séjours saisonniers et à une régularisation des itinéraires de la famille royale. Tout comme les grands travaux parrainés dans les convents s'inscrivent presque toujours dans le cadre des programmes de réforme des ordres religieux. Le convent de Tomar, siège de l'ordre de Christ dont Don Manuel était maître même avant d'être roi, a fait l'objet de rénovations constantes des œuvres artistiques avec des peintures gigantesques de Georges Alphonse. Cette peinture avait de hauteur 4,65 m. C'est quelque chose. Ils sont 12 peintures comme ça. Avec des peintures gigantesques de Georges Alphonse et aussi des énormes sculptures en bois polychrome de Olivier Degas et il n'y a pas et de Fernand Muñoz, tandis que des nouveaux statuts de l'ordre étaient publiés et la partie militaire était complètement séparée des frères procès, des religieux. À São Francisco de Lisboa ou à São Francisco de Chabregas, où les rois parrainent la rénovation des convents et où le peintre de l'atelier de Georges Alphonse peigne les rétables, la rénovation s'accompagne de la séparation entre le franciscain observant et le franciscain cloîtré. La création ou la rénovation des convents hiéronymites correspondent également à un pèlerinage direct du roi avec de nouvelles fonctions pour l'ordre, notamment le convent de Belém, qui c'est un convent hiéronymique, qui joue le rôle de panthéon de la nouvelle branche de la dynastie. À l'instar de ce qui se passait en Espagne, où les hiéronymites sont traditionnellement les gardiens des corps royaux. Non? En résumé, les entreprises artistiques correspondent directement à la politique d'affirmation de la monarchie et s'inscrivaient souvent dans le cadre de la modernisation administrative promue par les rois. Dans ce contexte, les artistes les plus proches du roi, les peintres qui étaient coordonnés par Georges Alphonse et répartis entre les œuvres royales, se rapprochent administrativement de la bureaucratie royale servant le monarque et la public royale dans leur spécificité. L'intensité des travaux sur le
règne de Dom Manuel a atteint des niveaux qui exigeaient une grande partie des ressources humaines disponibles. Une grande partie du travail de Jorge Afonso consistait à organiser les chantiers en répartissant les ateliers et le peintre selon les œuvres royales. Les décorations majeures, comme celles exigées par le palais de Ribeira, nécessitaient le recrutement même des artistes de Provence, tels que Georges Rouillard ou João Spinoza, pour renforcer les équipes, ou bien on cherchait d'attirer davantage d'étrangers pour rejoindre les principales compagnies travaillant pour les rois, comme cela s'est produit avec le pèlerinage d'un voyage de Francisco Henriques à Flandre en 1513, à qui le roi donnait plus de 100 kilos de poivre afin qu'il les vende en Flandre et ramène d'autres peintres à travailler au Portugal. Pour cette raison, les œuvres royales monopolisaient presque les peintres disponibles, du moins les meilleurs qui s'organisaient autour de cet atelier de Jorge Afonso avec des liens professionnels qui se consolident souvent par des relations familières. Les premières grandes entreprises connues, comme les rétables flamands importés pour la cathédrale d'Évora, le rétable de la cathédrale de Viseu, le rétable en sculpture de la cathédrale de Coimbra, semblent avoir été de la responsabilité épiscopale ou des chapitres. Les grandes œuvres d'architecture financées par le roi étaient encore, au début du siècle, en construction et ne dépasseraient la phase de décoration intérieure que dans la fin du première décennie. C'est précisément à l'arrivée de cette phase que le roi décide de créer la structure qui nomme Jorge Afonso en 1508 comme surveillant des œuvres de peinture royale. C'est également à ce moment que les meilleurs artistes ayant travaillé sur les grands rétables cathédraux commencent à travailler presque exclusivement dans le domaine royal. Francisco Henriques, qui avait commencé son activité à la cathédrale de Viseu, travaillant pour les évêques Madureira et Ortiz de Villegas, sera choisi pour les rétables principaux et les grands panneaux latéraux de l'église de Saint-François d'Évora qui servait le palais royal. Le rétable de la cathédrale de Viseu, dont la construction commence en 1508, sera déjà accompli sur la responsabilité de Vasco Fernandes, qui doit avoir collaboré avec Henriques à la cathédrale de Viseu. Vasco Fernandes restera à la Provence, à la Beira, tandis que Henriques épousera la sœur de Jorge Afonso et deviendra à la tête des ateliers des Flamands qui travaillent pour les rois. Olivier de Gand, qui avait réalisé le rétable de la cathédrale de Coimbra, travaillera ensuite sur plusieurs œuvres royales successives, Santa Cruz de Coimbra, São Francisco d'Évora ou Convent de Cristo Tomar.
À partir du milieu de la première décennie du siècle, les commandes des grands peintres, en dehors de l'entourage royal, sont très rares. Dans le cas de Georges Afonso, seul le retable majeur du convent fondé par Dona Leonor, sœur aînée du roi et veuve de son prédécesseur, est documenté en 1515, peut-être hors de la commande royale. Et même cette reine veuve, malgré toute l'influence qu'il avait sur les rois, son frère cadet, lorsqu'elle a commandité le retable du convent de Santa Clara de Coimbra, où reposait son arrière-arrière-grand-mère Isabelle d'Aragon, pour célébrer la béatification de celle-ci en 1516, se trouva obligé de faire appel à Vicente Gil, un maître peintre qui avait été peintre de la cour sous Don Juan II, mais qui avait quitté Lisbonne pour s'installer à Coimbra, conservant un style manifestement archaïque par rapport au peintre le plus proche de l'atelier royal. La réaction de certains nobles aux fans de la vie de Don Manuel était assez curieuse. Les bâtards de Jean II, Don Georges, maître de Santiago, décerne en 1520 le titre de chevalier de l'ordre de Santiago à Gregorio Lopes, gendre et collaborateur de Georges Afonso. La même année, Don Manuel, par son tour, le nommera peintre royal. La distinction accordée à Gregorio Lopes était pour le moins inhabituelle, car les propres statuts des ordres et règles de l'ordre de Saint-Jacques, révisés et publiés par Don Jaime lui-même, interdisait l'obtention du grade de chevalier par quelques officiers mécaniques, comme ils étaient juridiquement les peintres. Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas Gregorio Lopes qui exécutera le retable, peint vers cette date pour le siège de l'ordre de Santiago, mais probablement un atelier des Flamands intégré dans les ateliers portugais. L'année suivante, à la mort de Don Manuel, la reine Leonor s'atta de faire son peintre à Cristóvão de Figueiredo, un des collaborateurs les plus proches de Georges Afonso et de son atelier. Après la mort de la reine, en 1525, Figueiredo sera nommé peintre du cardinal Dom Afonso, l'un des fils de Dom Manuel. La relation entre Figueiredo et Georges Afonso n'est pas tellement éclaircie. Il est probable qu'ils aient été d'un âge proche, car Figueiredo était déjà en 1515 examinateur des peintres de Lisbonne. Il était par mariage vaguement apparenté à Georges Afonso, parce qu'il s'était marié avec une fille du maître charpentier des palais de Coimbra, Pedro Anes, qui était nièce de Georges Afonso par sa mère. Il est même arrivé à acheter quelques maisons attenantes à l'atelier du peintre Georges Afonso, mais il ne semble pas être parvenu à les occuper. Dans les années 20, il se déploie entre la collaboration entre les œuvres d'initiative royale contrôlées par Afonso, comme le grand retable de Santa Cruz de Coimbra, ou la finalisation des décorations du tribunal de la Cour d'appellation de Lisbonne, laissée incomplète par la mort de Francisque Henriques et de ses compagnons,
et la réalisation des commandes provenant des volontiers testamentaires de la reine d'Honor, comme le retable perdu de l'enfant sainte au monastère de Batalha. En 1534, Figueiredo remplaça Jorge Afonso dans une tâche qui lui était spécifique, l'examen et l'évaluation des peintures de Gaspar Vaz, un ancien apprenti et serviteur de Jorge Afonso, qu'il avait réalisé pour le convent de Saint Juan de Roca. Nous ignorons ce qui empêcha Jorge Afonso de remplir cette tâche, mais ces replacements révèlent l'intimité entre les deux hommes. Certains ensembles, comme celui qui reste du retable primitif de Nossa Senhora do Popolo, une fondation de la reine d'Honor et Honor au Caldas da Rainha, ou les grands retables du convent de Jésus, fondé à Setúbal, fondé par Justa Rodrigues, la nourrice du roi Dom Manuel, semble documenter une collaboration de Figueiredo dans certaines entreprises de Jorge Afonso. D'ailleurs, Figueiredo a été collaboré d'une manière récurrente avec les peintres les plus proches associés à l'examinateur de Dom Manuel. Lors de la réalisation du tribunal de relations de Lisbonne avec Gregório Lopes et Garcia Fernandes, et de nouveau avec les mêmes peintres pour les retables du convent de Ferreirim réalisé pour l'enfant Dom Fernando et un autre défilé de Dom Manuel. Avec Garcia Fernandes, également formé dans l'atelier de Jorge Afonso, il affirmait d'ailleurs être son partenaire et ami, et tous les deux étaient mariés à deux cousines germaines, filles des deux sœurs de Jorge Afonso, et donc nièce du peintre. Certainement que la distinction que nous établissons aujourd'hui entre culture et administration était beaucoup plus floue à l'époque, voire inexistant. Un roi comme Dom Manuel ne séparait pas les faits artistiques de sa représentation des autres actes administratifs liés à l'exercice de son pouvoir et à sa condition royale. Et cette concession administrative ou bureaucratique de l'art avait pour contrepartie l'intégration des peintres et des autres artistes liés à la cour dans la structure administrative qui servait la maison royale, avec tout ce que cette présence constante auprès des proches du roi impliquait. L'une des conséquences fut sans doute une mobilité sociale. Jorge Afonso atteignit une fortune considérable, vivant dans une immense maison de 56 pièces, avec verger et vignes, juste à côté des Rocio de Lisbonne, au centre de la ville. L'un de ses enfants vivait uniquement des revenus et l'autre fut capitaine militaire à Nantes. Les fils de Christophe de Figueiredo a fait carrière dans la chapelle du cardinal Dom Afonso, où il était un très bon grammairien et latiniste. Les fils de l'illuminateur Antonio de Wanda ont fait toute la carrière à la cour. Belchior Cornejo, fils de l'orfèvre de la reine Catherine, fut un théologien important et représenta l'Église portugaise au Concile de Trente.
Les filles de João de Castilho, les principaux architectes du convent de Belém, fut commendateur de l'ordre militaire d'Avis et chroniqueur en chef du royaume. Une carrière parmi les artistes de cour ouvrait grand les portes à une ascension sociale. L'encadrement des artistes proches du roi dans les postes publics a été une autre forme de mobilité. En 1512, Dom Manuel a réformé les bureaux de la noblesse et, conformément aux trois parties, aux trois royaumes de la nation, a créé une structure de rois d'armes, héros et poursuivants, les grades hiérarchiques pour les officiers d'armes, respectivement pour le Portugal, Algarve et l'Inde, qui sont les trois reines de Portugal. Ils avaient pour fonction de délivrer des lettres des noblesses, de contrôler l'utilisation des armoires, mais aussi des fonctions de représentation et diplomatique, ainsi que la présence à certains actes cérémoniaux de la cour. Les postes principaux des rois d'armes étaient presque toujours occupés par importants nobles et bureaucrates, mais le poste d'héros et de poursuivants furent, jusqu'au troisième quart du XVIe siècle, fréquemment occupés par les artistes. Jorge Afonso, Francisco Henriques, António de Holanda, Garcia Fernandes, les sculpteurs Nicolau de Chantrenne, les portraitistes Cristóvão de Moraes, déjà dans la seconde moitié du siècle, tous ont occupé les postes dans cette structure. L'obligation de ces postes imposait, à savoir d'être présente à certains actes officiels et connaître les pratiques diplomatiques, n'est pas sans importance même dans la paix. Le voyage de Francisco de Holanda en Italie, dans l'ambassade de Pedro de Mascarenhas, qui lui permit de rencontrer Vittorio Colonna, Michel-Ange, Jules Crovio et des autres, ou de recevoir la communion directement de la main du pape Paul III, fut probablement dû, comme a noté Sylvie Devart, au fait qu'il était le fils d'António de Holanda, héros, et devient être préparé à succéder à son père dans ses fonctions, en apprenant les rudiments du cérémonial diplomatique. Au-delà de tout cela, de tout ce que l'a comporté en termes d'insertion à la cour et d'importance sociale, de connaissances et de contacts avec les autres fonctionnaires ainsi qu'avec les nobles et religieuses qui entouraient le roi, la présence constante de cet artiste à la cour avait des effets culturels fondamentaux sur leur formation. Outre le fait d'être le centre du pouvoir et de la vie royale, la cour est un centre permanent de transmission des modèles culturels à travers des fêtes, des prêches, des représentations théâtrales, des soirées poétiques et musicales, par exemple. Les contacts avec ces représentations créaient chez les artistes de cour une différenciation notable par rapport à ceux qui ne bénéficiaient pas, et cela est particulièrement évident dans le cycle de la peinture portugaise de la période manueline et au début de le règne de Jean III. Un cycle qui commence avec
l'entrée en scène des peintres tels que Georges Afonso et Francisque Henriques au début du siècle et s'affaiblit à partir du milieu des années 30 lorsque la structure disparaît avec la mort de Bartolomeu de Paiva en 1536, puis celle de Georges Afonso en 1540, tandis que l'application des formules italiennes se superpose de plus en plus à la richesse narrative et descriptive de la peinture d'influence flamande des décennies précédentes. Mais pendant 3 décennies, la peinture portugaise est la plus importante est directement financée par le roi ou par la bureaucratie royale et réalisée par des artistes qui s'inscrivent dans les fonctionnalismes servant la cour de Don Manuel et Jean III. D'une certaine manière, artistes et commanditaires partageaient beaucoup d'une culture commune, un savoir des métaphores religieuses et des descriptions de miracles entendus auprès des prédicateurs, des histoires popularisées par les représentations théâtrales et diffusées par des poèmes récités lors des fêtes, des dictons, des anecdotes qui popularisaient des événements et des personnages historiques et littéraires, le tout ayant pour toile de fond l'éclat des célébrations et du cérémonial de la cour. Tout cela se rejoint dans l'art descriptif de la peinture portugaise de l'époque, reflétant la même spiritualité, le même faste, peut-être même la représentation des personnages concrets, des métaphores métamorphosées en figures bibliques, comme des acteurs dans une performance. Le théâtre de Gilles Vicente, le dramaturge de la cour, influence clairement la peinture de Georges Afonso. Des thèmes connus, comme Adoration des bergères, par exemple, commencent à apparaître au théâtre quelques années avant d'apparaître dans la peinture. Georges Afonso passe dans l'Annonciation du convent de la Mère de Dieu un jet de lumière traversant la fenêtre dans une représentation visuelle de l'hymne Tu fenestra vitrea sole radiata, et le même hymne est chanté dans la représentation théâtrale Auto Pastorio Castellano que Georges Afonso présente à la reine Dona Leonora, la commanditaire du rétable. La première édition en portugais de Flos Santorum en 1513, parrainée par Don Manuel et avec un prologue dédié à sa sœur, la reine Dona Leonor, a directement influencé plusieurs représentations comme les peintures de Santa Auta, Santa Ursula, par Cristóvão de Figueiredo, réalisées peu d'années après. Un thème très présent dans la peinture portugaise, comme l'apparition de Christ à la Vierge avec la rédemption du juste, après la descente au limbe, apparaît dans une longue méditation de la Vita Christi de Rudolf le Chartès, dont la traduction portugaise de 1495 est peut-être l'œuvre la plus monumentale de l'ancienne typographie portugaise, parrainée par la reine Dona Leonor. Certaines œuvres, comme la déposition de la croix de Cristóvão de Figueiredo, montrent la connaissance des sources imprimées, telles que les éditions avec xilogravure du Speculum Humanae Salvationes,
qui l'ont inspiré pour les tondis du sepulcre de Christ. La peinture de ces maîtres est souvent pleine de subtilités iconographiques, comme la multiplicité de pans, très gonflés par la levure pour distinguer la dernière scène de la Pâque juive, à San Francisco d'Évora, où le vent qui pousse les vêtements de l'ange et même le tapis oriental dans l'Annonciation de Gregorio Hopes, affirmant la condition de messagère de l'ange et la force invisible des spirites saints qui, dans l'incarnation de la Vierge, ou la présence des vertus franciscaines accompagnant à Marie lorsque la visitation à Sainte Isabelle. Je veux dire que la peinture de ce groupe d'artistes qui incorporait l'atelier royal est capable non seulement d'une meilleure qualité technique, mais aussi d'une plus grande complexité iconographique et avec une grande densité des sens, l'éloignant également, pour cette raison, de la peinture en dehors du cercle de la cour. Mais surtout, la peinture des officiers royaux tend à reproduire comme un miroir le cérémonial et l'étiquette de la cour, à reproduire des modèles à travers de la richesse des vêtements, des accessoires et même des situations dans un jeu où cette reproduction alimentait une sacralisation de la vie même de la cour et créait une sorte de domestication du sacré associant des éléments d'étiquette et de la dignité royale aux personnages sacrés, créant une confusion significative entre les deux niveaux de pouvoir, le sacré et le profane. Tous ces caractéristiques restent constantes jusqu'aux années 1530, en tenant à disparaître en même temps que disparaît la structure créée autour de la surveillance des œuvres royales, des peintures, et la génération des peintres qui lui a donné corps arrive à son terme. Merci bien. Beaucoup. Oui, on m'entend? Alors, merci infiniment, Joachim, pour cette absolument passionnante plongée dans les 3 décennies du début du XVIe siècle portugais. Moi, je suis toujours éblouie par ce que présente Joachim. Je crois qu'on a beaucoup de chance d'avoir pu l'écouter. Moi, j'ai beaucoup de questions, comme souvent, mais je vais vous céder la parole. J'espère que vous aurez des questions qui peuvent être des questions de comparaison. Il y a quand même quelque chose de très exceptionnel dans ce qu'on a entendu, en fait. Moi, j'ai entendu beaucoup ce caractère exceptionnel de ces 3 décennies portugaises, de l'art portugais. Donc, je vous cède la parole. Quelqu'un aurait-il des questions? Antonin d'abord, et puis après vous. Vous aurez la parole en deuxième. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors j'ai une question qui est moins sur le contexte historique, mais plus sur un aspect iconographique que vous avez évoqué. Ça marche, oui. Qui est celui justement d'une iconographie qui sera appréciée particulièrement par les peintres portugais à cette époque-là, qui est l'apparition de la Vierge au Christ. On sait que dans la tradition ignatienne, après avec les jésuites, c'est un thème qui est très important pour, on va dire, tout le monde hispanique. Et je crois que
la première occurrence de cette iconographie, c'est le retable de Miraflores de Roger van der Weyden. Et je me demandais du coup par quel moyen cette iconographie-là est devenue particulièrement importante voilà, pour le Portugal, ou en tout cas pour le royaume, enfin pour les décennies desquelles vous avez parlé. Bien, cette retable que Georges François fait pour la reine Éléonore en 1515, il était comme tableau central cet thème, non? Et il y a dans la Vita Christi, qui était parrainée par Dona Éléonore elle-même. C'est une œuvre vraiment importante de la typographie portugaise. Ce sont des 4 volumes en page complète, très grand. Et c'est il commence à être traduit par la fille de l'enfant Dom Pedro, femme d'Alphonse V, au milieu du XVe siècle. Et sa traduction, c'est un affaire des femmes, parce que c'est un livre qui a beaucoup d'importance et qui a, je ne me souviens, mais ils sont plus de 30 pages, des méditations sur cet épisode qui c'est un épisode apocryphe, comme vous savez, mais avec une transcendante importance parce que c'est l'intervention du Christ sur le passé, pas seulement sur l'avenir, mais la possibilité de l'intervention sur le passé. Et avec l'intermédiation de la mère de Christ, qui c'est le patronage de cet convent de Dona Éléonore. Vous avez tout à fait raison. Par exemple, dans le Levant espagnol, de la mystique valencienne au siècle XIV et XV, reflète beaucoup sur cette descente au Hollande. C'est très intéressant parce que une œuvre majeure de mon musée, les tentations de Jérôme Bosch, la tentation de Saint-Antoine, dans un premier étage, avait au centre une tente avec une danse des sorcières. Et dans l'étage final, Jérôme Bosch peint une chose très étrange qui c'est Christ qui montre Christ dans la croix, qui c'est un thème qui était présente dans... Par exemple, il y a une grande toile au musée de Valencia avec cet épisode et les peintures de Bermejo qui appartient à la collection à Matre et qui sont au musée de l'art de Catalogne alors et sur le même thème, cette étrange chose qui est en relation à cette descente pour la sauvation des justes de l'Ancien. Alors, vous avez raison, c'est un thème très important pour la péninsule, pour la mystique péninsulaire,
mais qui, dans ce contexte, je pense que presque toutes les choses qui la reine Léonore commande comme œuvre artistique sont en rapport, en relation à des choses littéraires de la même époque qu'il parraine aussi. Merci d'avoir répondu. On se disait, il y a une très très grande influence de la peinture flamande, pas seulement sur les thèmes, mais aussi sur l'art pictural, beaucoup plus que sur la peinture italienne, mais c'est juste une de mes remarques. C'est vraiment l'impression qu'on avait. Et la deuxième question que je vais vous poser, c'est ces ateliers ont disparu après Don Manuel et son successeur. Ils n'existent plus. Il n'y a plus de... Il y a... il y a une chose très étrange dans la peinture portugaise et probablement par qui c'est un groupe très petit de peintres, non? C'est que les changements sont très rapides. Par exemple, nous avons une très bonne peinture chez Nuno Gonçalves jusqu'aux années 80 du XVe siècle, et presque rien de ça passe pour la peinture au commencement du XVIe, qui c'est, comme vous disiez très bien, une peinture tout à fait formée, informée par la peinture flamande. Francisco Henriques est un flamand, Frei Carlos est un autre flamand, peut-être Jorge Afonso et Alfonso Spaniardos, espagnol, qui apparaît au fin du XVe siècle à Anvers. Il y a l'influence est claire de la peinture flamande, et pas seulement pour la peinture. La sculpture, c'est la même chose, mais dans la sculpture sont Olivier Degain, Jean Dipre, Jean Doutrec, les noms disent tout sur mais sont des artistes, au contraire, tant qu'on peut savoir, au contraire de la peinture, sont artistes qui travaillent en Espagne, artistes flamands qui travaillent en Castille, à Toledo, notamment. Par exemple, quand les sculpteurs de Valladolid, je ne me souviens du nom, va à obtenir tout la cathédrale les travaux de l'hôtel majeur de la cathédrale de Toledo. Beaucoup des Flamands qui travaillaient dans la cathédrale viennent pour Portugal, comme Olivier Degain, par exemple. Et aux années 30, au milieu des années 30, il y a beaucoup de choses qui occurrent. D'un côté, cette structure n'existe pas. Quand Jorge Afonso est mort en 1540, il est déjà mort, et il y a une autre surveillante des œuvres royales qui s'appelle Pero de Carvalho. Et quand les peintres plus jeunes, Garcia Fernandes, demandent cette poste qui était de Jorge Afonso, Pero de Carvalho dit « cette poste n'existe pas ». C'est tout ça. Alors, c'est un changement. Et c'est aussi
un changement culturel parce qu'au milieu des années 30, toute la culture portugaise était complètement directionnée pour l'Italie, pour le pétrarchisme, et le modèle, même le modèle castilien, c'est Charles Quint, qui ne sait pas les rois catholiques. C'est une autre source. Et même des peintres, par exemple comme Gregório Lopes, qui est un peintre formé comme dans l'officine de Jorge Afonso, au milieu des années 30, commence à faire des choses, des citations classiques, de l'architecture classique, des expériences, des perspectives, des choses comme ça. C'est une autre page qui tourne, non? Mais c'est intéressant comme phénomène qui tous les changements sont très marqués, peut-être parce que ne sais pas comme en Espagne ou en Italie qu'il y a beaucoup de peintres ou comme un vers qu'il se dit qu'il avait plus de peintres que Panandier, non? Certainement. Et ça, cette petite scale peut expliquer un peu comme les changements sont très rapides. Je vous laisse la parole aussi. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez souligné la qualité technique et l'homogénéité des œuvres que vous avez présentées en lien avec la mise en place d'une administration. Je me demandais s'il restait des archives sur la fourniture des matériaux aux peintres. Il y a quelque chose. Par exemple, Jorge Afonso on sait qu'il fait des commerces de pigments, des rouges, et il avait une charge qui est affinateur des bleus, des mines de cuivre, qui, Dom Manuel, c'est une minération romaine, mais qui est reprise dans l'époque de Dom Manuel, notamment pour faire l'exploitation des azurites pour faire les bleus. Et Jorge Afonso avait le charge de affinateur, c'est-à-dire c'est une chose plus technique, mais le bleu c'est de meilleure qualité quand les grains sont plus larges, non? Et de pire qualité quand il est les cenises des bleus, c'est pour faire les ombres dans le blanc ou quelque chose comme ça. Et cette qualité, c'est Jorge Afonso qui fait et qui vante les pigments. Ça, c'est très intéressant parce que quand vous sortez de cette groupe de peintres qui sont hors de Jorge Afonso, hors de cette groupe royal des peintres, je demeure quelque temps à compris qu'est-ce qui se passe, parce que c'est une peinture sans la même lumière et il manque le bleu, c'est ça. C'est-à-dire qu'il avait comme le monopole de cette, par exemple, Vasco Fernandes est Grand Vasco est un peintre de Viseu, un très bon peintre, mais parfois ses peintures n'ont pas de lumière parce qu'il manque cette bleu nécessaire, non?
Dans la même ligne, et sur la fourniture des panneaux, du chêne, etc., est-ce qu'il y a beaucoup d'importations d'Europe via Anvers ou... Complètement. 95% de la peinture portugaise de cette époque est faite en chêne du Baltique, non? Importé par... par exemple, il y a plusieurs des documents de Dom Manuel à dire donne 4 ou 12 bordos, c'est la madère de bord qui se, pour l'abbé de cette convent, tout ça, pour faire des rétables. Alors, si vous me permettez, moi je vais faire des commentaires aussi d'ordre méthodologique. En fait, ou peut-être te demander des précisions méthodologiques parce que je pense que tout le monde n'est pas ici spécialiste du Portugal, contrairement à toi, donc on va profiter de ta présence. Est-ce que tu peux nous préciser... Alors, j'ai beaucoup aimé d'abord la façon dont finalement tu as ouvert plusieurs questions absolument fondamentales. D'abord, celle de l'histoire de l'art comme un domaine... je ne sais plus ce que tu as, l'expression que tu as employée exactement, mais qui obéit à un temps de conjoncture et pas de structure. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment étendre et ce sur quoi on peut vraiment réfléchir d'une manière pas seulement sur le Portugal, mais de manière plus générale. Après, comme tu l'as dit très bien, en fait, on a une question d'échelle. La petite échelle fait qu'on a des ruptures plus rapides et peut-être plus brutales dans le cas que tu as. Je voudrais d'abord te poser des questions sur les sources, les documents, les archives qui sont conservés. Est-ce que c'est lié aussi à cette figure exceptionnelle de Dom Manuel qui a finalement eu une gestion administrative très cohérente, très importante, qui fait qu'on peut avoir accès à toute cette histoire plus qu'ailleurs? Quelles sont les sources qui sont accessibles et qu'on peut utiliser sur ces 3 décennies? En effet, nous avons presque documents administratifs. La nomination des peintres ou des paiements, des choses comme ça. C'est pour ça que je commence à donner une importance grande à les choses publiées à la même temps et faire la relation entre la culture écrite et la culture visuelle de cette période. Mais il y a parfois des groupes de documents qui sont très intéressants et très clairs. Par exemple, cette peinture appartient à un rétable qui Dom Manuel commande pour le convent, la chapelle du Salvador, de Sauveur, au convent de Saint-François de Lisbonne. Et c'est Georges Afonso qui fait le commande. Il le donne à son beau-fils Gregório Lopes. Et Gregório Lopes avait beaucoup de travail et prennent l'aide d'autres peintres qui s'appellent Georges Rouillard. Et tout ça est fait jusqu'au 1521.
Mais en 1525, un homme Georges Rouillard, dit qu'il ne reçoit pas tous les paiements. Et le roi nommé un chargé pour faire tout ça et dit, et nous avons beaucoup de documents sur cette chose. La question, on peut comprendre que, par exemple, Georges Rouillard travaillait en même temps dans les œuvres décoratives du Palais Royal. Et parfois, tous les paiements sont faits directement par la Casa da Índia et da Mina, la maison. Et parfois, il ne sait pas si le paiement respecte une œuvre ou à l'autre œuvre. Et je rencontre même des documents avec la falsification de cette peintre faite par Georges Alphonse. Parce que le peintre c'est presque analphabète, il écrit très mal, et il y a beaucoup de documents qui sont faits avec une très belle écriture que Georges Alphonse avait. Ce n'est pas pour voler le peintre, mais ça se dit l'intimité dans cette groupe, et qu'au fond, il manque 7000 et quelque chose écus à payer à cette peintre, parce qu'il travaille dans au moins 3 ouvrages en même temps, et tout coordonné par Georges Alphonse. Et cette idée de cette ère de famille que toute cette peinture avait, c'est un peu pour ça. C'est possible que les peintres A, B, C travaillent dans un ouvrage, et les peintres B, C, D travaillent dans une autre, et tout ça, parce qu'ils sont... Cristóvão de Figueiredo dit dans un document sur Garcia Fernandes qu'ils sont compagnons, amis, et ils mangent et boivent ensemble. C'est une chose intéressante. Merci beaucoup pour cette présentation. On est toujours très content de voir de la peinture portugaise ici. Et j'avais une question, j'avais même 2 questions. D'abord, je voulais vous demander, quel est le souvenir que l'on garde de cette période dans l'histoire immédiate du Portugal, dans cette histoire qui va assez vite, qui change très vite? Est-ce qu'on a considéré ça comme une sorte d'âge d'or? Ou est-ce qu'il y a eu plutôt un phénomène d'oubli? Oui, il est vrai qu'il y a une charge nationaliste très forte sur cette période, non? Parce que, en effet, ne sont pas les Portugais qui découvrent cette période. Sont des historiens allemands comme Justi, tout ça, ou par exemple historiens français comme quand on découvre les panneaux de Nuno Gonçalves, c'est au même temps qui se publiait l'histoire de l'art de Albin Michel ici. Et cette histoire de l'art est la première histoire de l'art du monde à avoir un chapitre sur l'art portugais
de cette période. C'est très important. Mais avec la République, dans une part, les panneaux sont présentés en mai de 1910 et la République s'installe au Portugal à 5 octobre de 1910. C'est-à-dire, Nuno Gonçalves devient républicain tout près. Et le directeur du musée d'art ancien, le premier républicain, José Figueiredo, est le même qui a écrit le premier livre fondamental sur alors, il y a une charge, par exemple, la première grande exposition sur les primitifs portugais se fait en 1940, qui c'est le centenaire de la fondation de la nationalité et de la récupération de l'indépendance. Moi-même, et avec ma collègue Alberto Seabra, on fait la répétition de cette exposition en 2010. Il avait les primitifs portugais et le sous-titre, c'était le siècle de Nuno Gonçalves. C'est-à-dire le siècle de Nuno Gonçalves, c'est notre siècle. Ne c'est pas le siècle XV, mais le siècle XX qui est le siècle dominé par ça. Et moi-même, je reconnais quand je fais ma premier degré en histoire de l'art, presque pendant la Révolution, je regardais cette peinture un peu comme un salazariste. Mais j'aimerais beaucoup plus la peinture maniériste et tout ça. Mais ça, c'est l'histoire de l'art, c'est ça. C'est aussi le professeur Cousin peut dire la même chose avec la découverte de Georges Stratour. Ce sont des périodes de découverte et de récupération par des situations. Il y a une critique à cette exposition de 40. Il y a une critique très intéressante faite pour Saint-Exupéry. Saint-Exupéry va à Lisbonne pour écrire sur cette exposition et il dit « Les Portugais sont complètement fous. Nous sommes tous en guerre à l'Europe, à mettre les choses des musées, à diviser pour les mines, les métros, tout. Et les Portugais joindre tous les patrimoines du pays sur la même place qu'il c'est suffit, une seule bombe et tout disparu comme ça. C'est intéressant ça. Et j'avais une seconde question sur le goût du roi Manuel. Est-ce que ça se retrouve dans le collectionnisme? Est-ce qu'il y a une vraie cohérence entre ce qu'il favorise comme art au Portugal et ce qu'il aime collectionner? Oui, en effet, il avait un goût comme un goût flamand. Et c'est vrai. Par exemple, Jean II, Jean II, fait un contrat pour 9 années, très bien payé, à André Sansovino.
l'architecte, les sculpteurs florentins, qui restent à Portugal et qui ont connu seulement deux choses. Un projet pour un tombe qui se dit que c'est le tombe de Jean II, je pense que c'est le tombe de son fils. Et il fait aussi des machines pour couper la pierre. Il y a une chose technique. Mais il ne reste beaucoup de la présence de cet maître important et très bien payé comme Sansovino à Portugal. Il y a évidemment des choses, je pense que cette distinction, les objets sont des objets précieux, des objets de luxe. Par exemple, il y a la Bible de Jérôme faite dans l'atelier des Attavanti, degli Attavanti, qui sont des œuvres précieuses de l'illuminure de la Renaissance italienne. Le reliquaire, les reliquaires de Donorio Nord, par exemple, c'est une œuvre très italienne, peut-être suivant un dessin de Sansovino, parce qu'il est très florentin. Mais le goût dominant, c'est ça. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un peu comme dans l'art qui, autrefois, on appelait de Isabelline ou de le roi de... C'est une art de dimension héraldique, mais même les formes stylistiques avaient une dimension héraldique. C'est-à-dire, c'est parfaitement, même aujourd'hui, on peut reconnaître ça, c'est le Manuelan, même si c'est le Manuelan de Jean III. Et ça, c'est important parce que les personnes qui, même à l'époque, qui voient dans le portail de l'église nouvelle, portail, dans le portail de la mairie, tout ça, les choses de ce style le peut identifier comme une œuvre royale, une œuvre de cette contexte idéologique manuelan. C'est ça. Merci beaucoup. Okay, alors moi j'ai d'autres questions. Je ne sais pas si j'ai d'autres questions. La première question, peut-être tu as beaucoup parlé de la sœur du roi, de Léonore. Et en fait, je voudrais parce que on fait partie avec Tania Tiffany qui est ici d'un projet de recherche sur les femmes, en fait, sur ce qu'on appelle la gentilité en français, des femmes de cour, on va dire, dans les commandes artistiques et dans la culture matérielle aussi, pas seulement artistique, mais plus large. Et est-ce que tu peux nous en dire davantage? J'ai eu l'impression qu'elle était finalement aussi présente que Manuel dans ce que tu as exposé. Elle est apparue très souvent dans ce que tu as dans le lien que tu as pu tisser, surtout entre la culture, on va dire écrite, même imprimée, et la culture visuelle ou la production visuelle. Et plus, la mère de Leonor et Manuel. La mère de Leonor, c'est Donna Brites ou Beatrice. Il est la fille de l'enfant Jean. Son grand-père, c'est Jean Ier, le changeur de la dynastie. Et elle reste veuve à 1470. Et avec une fortune qui réunit la fortune de son père
la fortune de son mari et la fortune de l'enfant Henri qui fait à son mari héritier parce qu'il n'avait pas l'enfant. Alors, 3 maisons ducales se rejoindre en ça. Sa sœur, c'est la mère d'Isabelle la catholique. C'est important. Et il est donateur de l'île de Madère, par exemple, d'où vient beaucoup d'argent pour les sucres qu'il produit. Et c'est une chose unique, c'est l'unique femme que je connais dans l'histoire de l'Europe jusqu'à Catarina de Russie, je pense, qui gouverne un ordre militaire. Parce que son fils sont très petits pendant beaucoup de temps, et il, comme je ne sais pas comment dire, tuteur, se dit, fait tuteur des filles, il gouverne le Christ. Il avait une importance grande, par exemple, les premiers convents de la modification de Santa Colette sont dans le cadre de le monastère de Béja. Et après, le monastère qui Donna Leonor va faire et qui l'autre femme, Justa Rodrigues, la nourrice de Don Manuel, fait aussi à Setúbal. Alors, elle avait cette Donna Beatriz. Il avait 2 fils, la reine et le roi, et un autre fils a été assassiné par Jean le II, c'est une chose. Et une autre de sa fille, c'est la duchesse de Bragança. Alors, ce sont des femmes d'un pouvoir fantastique parce qu'ils sont veufs pendant beaucoup de temps. Non? Jean II Amorou, l'enfant Ferdinand Amorou en 1470 et Beatriz, sa femme, la mère de Manuel Leonor, seulement mourut en 1506. Et le Jean II a mouru en 1495 et Don Leonor a mouru seulement, fête ici le centenaire à 1525. Alors, ce sont 2 femmes qui avaient beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, beaucoup de liaisons diplomatiques pour toute l'Europe, parce qu'il est beau-frère de Maximilien, par Isabelle de Portugal. Toutes les relations avec les rois catholiques, Charles Quint, tout ça. Et il avait beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, et une période très large qu'ils sont veufs et qu'ils avaient tous les pouvoirs pour faire des choses. Même, et son frère, c'est le roi. C'est une chose importante pour ça. Alors moi j'ai encore une question, si personne on a encore un tout petit peu de temps, j'en profite. Tu as parlé exclusivement de tableaux religieux, il me semble, et de construction, donc ça
tout ce que tu as développé est très très en lien avec le patronage de monastères, notamment celui de Belém. Ça nous mènerait trop loin, mais je pense que Maria Victoria pourra t'interroger là-dessus aussi. Mais qu'en est-il du portrait? Parce que tu as fini aussi avec une conclusion très belle, avec une sacralisation, une domestication du sacré et une sacralisation de la cour dans les deux sens. Ça paraît très cohérent aussi quand on voit l'intervention finalement des femmes aussi qui investissent, comme on sait, beaucoup la sphère sacrée. Qu'en est-il du portrait? Et est-ce qu'il y a finalement aussi une rupture à ce niveau-là, autant, et comment est-ce qu'on peut intégrer parce que quand même, quand on pense peinture flamande, on pense aussi beaucoup portrait. Un exemple de la mélange de cette chose, c'est un rétable qui, un groupe flamand fait en 1513, 14, quelque chose, pour l'église du convent qui est près du palais de Almeirim, qui c'est un palais royal. Seulement restent 3 peintures de cette panneau. Mais on connaît la description et on sait qu'il avait des 9 peintures, plus la peinture centrale, qui c'est la Vierge avec les anges, et autour, en chaque panneau individuel, un saint et un prince qui le protège. C'est-à-dire le roi, la reine et les 7 filles qu'il y avait jusqu'à l'enfant Henri qui est représenté selon la description comme un enfant très petit, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire, les personnes qui prient en front d'une chose comme ça, quel est le sang, quel est le roi? C'est la famille royale et un groupe des vierges et des saints, tout dans le même. C'est un rétable complet avec tous les personnes des familles royales l'entrée de Jérôme, c'est du convent de Bruin, c'est la même chose. Il était une petite sculpture de Nicolas de Chantraine avec en 1518 avec la crèche et dans chaque côté la reine, le roi et les Saint Jean-Baptiste et Saint Jean évangéliste de l'autre côté. Donc en fait, le portrait et la peinture religieuse sont imbriqués, sont très imbriqués. À ce moment-là en particulier, on voit une imbrication, c'est ça que tu... Oui. C'est différent. C'est intéressant. Les choses changent seulement quand la sœur de la reine Katharina, Margarida de l'Hongrie, qui va faire aller au Portugal à Moro et après Giovanni Stradale. Et c'est intéressant aussi sur la circulation entre Espagne et Portugal, très très intéressant. Et c'est autrefois une affaire des femmes, c'est-à-dire c'est une liaison de reines qui sont sœurs et qui avons des galeries familières Oui, et qui sont celles qui font circuler en fait les modèles et les artistes. Bon, je crois que... Oui. Et aussi que des nourritures et
des gâteaux et des choses comme ça, il fait aussi. C'est vrai, c'est vrai. Des habitudes culinaires. Des confitures, Oui. il échange des portraits et des confitures. On échange des portraits et des confitures. C'est vrai. Merci infiniment, Jacques Kim. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup, beaucoup.